Il y a un peu plus de 2 ans, en 2015, David Wapre sur Science Étonnante vous a présenté une stratégie imbattable au poker. Alors, pour être précis, c'était un certain type de poker, à savoir le Texas Hold'em Heads Up Limit. En particulier, c'était une version limite du poker, ce qui veut dire que vous n'aviez le droit de miser qu'une certaine somme prédéterminée à l'avance à chaque relance. Et ça limite carrément les possibilités de bluffer. Mais depuis la vidéo de David, les intelligences artificielles ont beaucoup progressé et elles se sont mises au poker no limit avec succès. En particulier, elles ont appris à bluffer et à bien bluffer. Ainsi, en 2007, Libratus, une intelligence artificielle créée par des chercheurs de Carnegie Mellon University, a réussi à bluffer, wait for it, le monde du poker. C'est au Rivers Casino de Pittsburgh que Libratus osa défier 4 des meilleurs joueurs de poker humains du monde. 200 000 $ furent mis en jeu à répartir en fin de compétition entre les 4 humains en fonction de leurs gains respectifs contre Libratus. Chaque jour, pendant 3 semaines, pour annuler le facteur chance, une paire de joueurs A et B affrontaient simultanément Libratus dans 2 salles totalement séparées, et les cartes données à A furent données à Libratus contre B, tandis que celles données à B furent celles de Libratus contre A. La nuit, à l'instar sans doute des joueurs, Libratus méditait les parties qu'il avait perdues le jour pour toujours mieux s'adapter à ses adversaires. Après 120 000 mains jouées, le résultat fut sans appel. Libratus avait détruit les joueurs humains. En effet, Libratus a gagné en moyenne 14,7 big blind toutes les 100 mains. Et ça, pour ceux qui connaissent le poker, c'est monstrueux. Ça y est, titrèrent les médias, les IA sont désormais meilleurs que nous pour bluffer. Et en effet, la performance de Libratus est loin d'être anodine. À l'instar des vrais jeux qui nous concernent dans la vie quotidienne, le poker est un jeu à information incomplète. Ça veut dire qu'à tout moment, on ne sait pas ce qu'il faut faire, non seulement parce qu'on ne sait pas comment l'autre va agir, mais aussi parce qu'il y a de l'information qui nous est manquante. Typiquement, dans le cas du poker, on ne connaît pas les cartes que l'autre a en main. Et ça contraste pas mal avec tous les jeux dont on a parlé jusque-là, notamment dans l'épisode précédent, où toute l'information est publique, y compris dans le jeu de Go dont on a parlé dans un épisode précédent, et dont David et Thomas vous ont parlé sur leurs chaînes respectives. En particulier dans les jeux séquentiels à information complète, typiquement comme les échecs ou le jeu de Go, toute l'information pertinente à un instant donné est connue, et la meilleure stratégie dépend uniquement de cette information publique. On parle d'équilibre de Nash en sous-jeu parfait. Vous vous souvenez ? Du coup, en particulier, les joueurs d'échecs vont s'attarder à étudier les endgames, c'est-à-dire les configurations de fin de jeu où il faut typiquement réussir à faire échec et mat en 3 coups. Cependant, pour le poker, toute l'information publique ne suffit pas à deviner les cartes de l'adversaire, ni même à deviner quelles sont les cartes probables de l'adversaire, puisque les cartes probables de l'adversaire dépendent aussi et surtout de la manière dont l'adversaire joue. En effet, imaginons que l'on ait une paire d'as et que l'adversaire fait tapis, c'est-à-dire qu'il mise tout son argent. Faut-il le suivre et miser à notre tour tout notre argent ? Vous voyez bien que certes le fait qu'il ait misé autant d'argent à ce tour-ci et peut-être misé beaucoup dans les tours précédents est une information pertinente pour essayer de deviner quelles sont les cartes qu'il a en main, mais cela n'est qu'une information partielle sur les cartes qu'il a vraiment en main et du coup on peut pas s'entraîner à faire un endgames. Pire encore, pour bien deviner quelles sont les cartes qu'il a en main à ce moment-là, il est aussi et surtout important de savoir comment cet adversaire joue en général dans des mains typiques. Autrement dit, pour bien jouer au poker, surtout dans le poker no limit, il faut non seulement penser à la main qui est en train d'être jouée, mais aussi à toutes les mains précédentes et plus généralement à tous les déroulements possibles d'une main de poker. Et en particulier, on ne peut donc pas se restreindre à l'information publique sur la main en jeu, comme on pourrait le faire dans les jeux à information complète comme l'échec ou le jeu de Go. Mais il y a plus intéressant encore. Pour bien jouer au poker, il faut aussi et surtout que l'adversaire soit incapable de deviner quelles sont les cartes que l'on a en main. Et ça veut dire que la meilleure chose que l'on a à faire à un instant donné dépend aussi fortement de la manière dont on jouerait d'autres mains potentielles. Ainsi, la stratégie au poker, comme dans l'art du bluff en général, se doit d'être une stratégie globale, de sorte à brouiller les pistes et empêcher l'adversaire de nous lire au moment du bluff. En particulier même quand on ne bluffe pas, il faut essayer de jouer comme si on bluffait pour pouvoir préparer le cas où on va effectivement bluffer. Or, à l'instar des échecs ou du jeu de Go, le poker est un jeu incroyablement combinatorial, surtout au poker no limit où le nombre de déroulements possibles d'une partie est beaucoup plus grand que le nombre de particules dans l'univers. Sachant qu'une bonne stratégie au poker se doit de coordonner tous les déroulements possibles d'une main de poker, qu'ils soient des bluffs ou non, on sent que c'est pas facile. Résoudre le poker semble tout simplement
impossible. Et c'est pour ça que les IA ont longtemps galéré face aux humains et que leurs capacités surhumaines au poker ne sont venues qu'après leurs capacités surhumaines au jeu de Go. Et d'ailleurs, contrairement à Cepheus pour le Heads Up Limit dont David vous a parlé dans cette vidéo, Libratus n'a pas résolu le poker no limit. En particulier, tout comme il n'est pas impossible qu'un humain finisse par battre AlphaGo, il n'est pas impossible qu'un humain finisse par battre Libratus. Même si, perso, je vous déconseille de vous mettre à la même table que Libratus. Tout comme il aurait été aussi concevable que Libratus soit en fait battu par une autre intelligence artificielle X, que X soit battu par Y et que Y batte Libratus. Même si bon, pour l'instant, il semble que Libratus soit vainqueur de Condorcet, dans le sens où il semble battre tout autre joueur, humain ou intelligence artificielle. Et pour cause, il y a une énorme différence entre le poker limit et le poker no limit, à savoir pour le poker limit, il n'y a finalement que 10 puissance 14 déroulements possibles d'une main. Et 10 puissance 14 c'est beaucoup, mais c'est pas insurmontable pour les supercalculateurs d'aujourd'hui. Après tout, ça ne représente que quelques milliers de téraoctets. Il est donc possible de simuler tous les déroulements possibles du poker limit un grand nombre de fois. Mais le cas du no limit est tout autre, puisque le nombre des déroulements possibles est de l'ordre de 10 puissance 165. Autrement dit, ne simuler qu'une seule fois, ne serait-ce qu'une infime fraction de tous les déroulements possibles avec tous les supercalculateurs que l'on a aujourd'hui, prendrait un temps bien plus grand que l'âge de l'univers. Pour le no limit, il est illusoire d'espérer avoir une stratégie imbattable. Et du coup, au lieu d'essayer de s'approcher d'une stratégie imbattable, il est préférable de s'adapter à l'adversaire avant que celui-ci ne s'adapte à nous. Autre remarque intéressante, même Cepheus, qui est une stratégie imbattable, n'est pas forcément la meilleure stratégie contre un humain. Et oui, parce que tout ce qu'on sait sur Cepheus, c'est que contre un humain au poker limite, si la partie est suffisamment longue, Cepheus ne perdra pas. Mais si vous avez déjà participé à un tournoi de poker, vous savez sans doute que ne pas perdre ne suffit pas. Il faut constamment essayer de gagner de l'argent, ce qui revient à exploiter les faiblesses des adversaires. Or, si vous jouez au poker, vous savez sans doute qu'une meilleure stratégie contre des débutants n'est pas forcément la même que la meilleure stratégie contre des experts. Typiquement, les débutants surjouent souvent des mauvaises mains et ont tendance à suivre. Du coup, ce que je fais contre des débutants, c'est que je ne mise gros que lorsque j'ai un très gros jeu. Et surtout, contre des débutants, j'évite de bluffer avec des mauvaises mains parce qu'on sait jamais, ils vont peut-être suivre même s'ils ont un mauvais jeu. Et ça, Cepheus, il sait pas faire. Cepheus est une stratégie statique qui ne s'adapte pas à son adversaire. Enfin, pour faire le tour du monde du poker, il me faut absolument parler du cas où on n'est pas en heads up. Le heads up, c'est quand on est 1 contre 1. Parce que le vrai poker, c'est sans doute plutôt le Texas Hold'em no limit où il y a plusieurs personnes autour de la table. Et là, l'analyse du poker est beaucoup plus complexe. En fait, il n'est même pas garanti qu'il existe une stratégie imbattable. Il est possible que peu importe votre stratégie, les autres joueurs autour de la table peuvent concevoir une autre stratégie qui vous fera perdre de toute façon. Mais surtout, dans une vraie partie de poker, il faut réussir à détecter rapidement quels sont les joueurs les plus faibles autour de la table et leur extorquer l'argent aussi vite que possible. En particulier, ça veut dire qu'il faut apprendre en temps réel la manière dont les autres joueurs à la table jouent. Ça, c'est super difficile. Et on peut dire que c'est un domaine de recherche encore largement ouvert et très mal compris. Pire encore, dans une vraie partie de poker, il faut prendre en compte les nombres de jetons des autres joueurs autour de la table, sachant que le joueur qui a le plus de jetons va avoir tendance à être plus agressif, alors qu'un joueur avec peu de jetons va souvent jouer de façon très serrée et attendre le bon moment pour tout miser. Enfin, dans le vrai poker, la stratégie optimale diffère selon l'objectif que l'on se fixe. Le but peut être de maximiser la probabilité de finir premier, ou ça peut être de maximiser la probabilité d'être dans les 3 premiers, ou ça peut être de maximiser l'espérance de gain à la fin de la partie. Dans tous ces cas, la stratégie optimale est différente, comme tout joueur qui hésite à faire tapis lorsqu'il ne reste que 4 joueurs le sait. Bref, tout ça pour dire que développer une intelligence artificielle qui brille au vrai poker est encore plus dur que ce qu'ont réussi Cepheus et Libratus. Or, le vrai poker n'est encore qu'une version extrêmement simplifiée des interactions humaines, notamment des jeux de pouvoir. Et oui, parce que non seulement dans les jeux de pouvoir, l'information est toujours très incomplète, mais en plus, il faut constamment chercher à faire des coalitions pour réussir à gagner. Ce n'est donc pas étonnant que la quasi-totalité d'entre nous soit incapable de comprendre tous les jeux de la politique, et que des modèles plus formalisés comme ceux de Mesquita s'en sortent mieux que nos intuitions. La dernière fois, je vous ai présenté un top 10 de la théorie des jeux, et on a parlé notamment du truel d'LGJ où Alice, Charlie et Bob devaient se tirer les uns sur les autres, et Brusicorn nous fait remarquer qu'il y a un épisode de Numbers qui parle d'un truel dans ce genre. Alors je vous propose d'écouter rapidement l'extrait. Imagine a duel between 3 people, okay? Now I'm the worst shot. I hit the target once every 3 tries. One of my opponents is better. Hits it twice every 3 shots. The third guy is a dead shot. He never misses. Come on. Now each gets 1 shot. As the worst, I go first. Then Charlie, then Colby.
Who do I aim for my one shot? I guess me, because I'm the biggest danger, right? I shoot Epsy first, but not for the obvious reasons. Chances are 2 to 1 I'm gonna miss. And now it's my turn. Logic says I shoot Kobe. Right, because if I'm still standing, I'm gonna shoot you, and I don't miss. Exactly. Against the worst, I use the 2 better shooters against each other. Alors, niveau mathématiques, c'était pas foufou en fait. Ce petit extrait des Numbers, en fait, c'est pas tout à fait la bonne réponse. En fait, c'est pas du tout la bonne réponse qu'il fallait donner. En effet, comme beaucoup l'ont fait remarquer, si Alice essaie de tuer Bob, si jamais elle réussit à toucher Bob, elle se fait tuer immédiatement après. Du coup, c'est un petit peu bête comme stratégie. Vaut mieux essayer de tirer sur Charlie dès le premier coup. Et bien en fait, c'est pas forcément ça sa meilleure stratégie à Alice. En fait, comme c'est écrit dans le blog d'LGJ, la meilleure stratégie, en tout cas dans le cas où Alice a une chance sur 3 de toucher sa cible et Bob a une chance sur 2 de toucher sa cible, la meilleure stratégie pour Alice, c'est de tirer en l'air et de ne viser personne. Donc il y en a plusieurs parmi vous qui ont réussi à trouver cette bonne réponse, think out of the box. Alors par contre, j'ai pas vu énormément de calculs bien rigoureux malheureusement dans les commentaires. Peut-être que j'en ai loupé, il y a eu beaucoup de commentaires, j'ai pas tout passé au peigne fin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'attarde un tout petit peu dans les calculs nécessaires. Donc supposons que Alice a une probabilité A de toucher sa cible, Bob a une probabilité B et Charlie a une probabilité C. En fait, si on a un duel entre P et Q, et si P tire en premier, alors avec un petit raisonnement dont je vous passe un petit peu les détails, on voit que la probabilité que P gagne le duel face à Q est égale à P divisé par P plus Q moins PQ, alors que la probabilité que Q gagne, c'est 1 moins P fois Q divisé par le même dénominateur. En effet, pour que Q gagne, il faut que P ait raté et qu'ensuite Q est touché. Et si jamais les deux ratent, on se retrouve au cas initial. C'est pour ça qu'il y a le dénominateur. Bref, je passe encore une fois un peu sous silence les détails. Donc en particulier, on voit que si Alice touche Charlie, alors la probabilité qu'elle gagne sera 1 moins B fois A divisé par A plus B moins AB. Alors que si elle touche Bob, la probabilité qu'elle gagne ensuite en duel contre Charlie, sachant que Charlie tire en première, du coup ce sera égal à cette quantité-là. Et lorsque C est égal à 1, lorsque Charlie touche toujours sa cible, on voit que Alice perd forcément. Du coup, Alice n'a aucun intérêt à viser Bob, puisque si jamais elle le touche, elle est sûre de perdre. Il vaut encore mieux pour elle de tirer en l'air. Et en fait, ça, c'est peut-être le cas en fait pour tous les tireurs, tous les membres de ce truelle. En effet, imaginons le cas limite où tout le monde est en fait très bon et en fait une probabilité égale à 1 de toucher sa cible. Si Alice tire sur Bob ou Charlie, à ce moment-là, elle est sûre de toucher sa cible, et du coup, elle fera tomber l'un de ses rivaux, mais elle se retrouvera en duel avec quelqu'un qui a une probabilité 1 de la toucher. Du coup, cette autre personne va forcément tirer et Alice va perdre. Mais maintenant, ce raisonnement, on peut le faire aussi à la place de Bob. Si tout le monde a une probabilité 1 de toucher les autres, Bob sait que si jamais il touche une de ses cibles, alors il se fera tuer juste après. Et Charlie peut faire le même raisonnement. En fait, dans le cas où tous les tireurs sont excellents, aucun n'a intérêt à tirer, puisqu'en tirant, il est sûr de perdre. Une solution de ce truelle, c'est tout simplement que personne ne tire. Ça, c'est le cas en particulier lorsque tout le monde est très bon, mais c'est aussi le cas lorsque les gens ne veulent vraiment pas mourir. Parce qu'en fait, si on regarde bien ce jeu, il y a 3 issues possibles. Soit on gagne dans le sens où on est le dernier survivant, soit on se fait tuer, soit personne ne tire sur quiconque et on reste vivant, mais on n'est pas le dernier à survivre puisque les deux autres sont encore en vie. Et à ce moment-là, le combat s'éternise. On a donc 3 issues possibles de ce jeu, et ce que je n'ai pas précisé dans la vidéo précédente, c'est à quel point les différents joueurs valuent les différentes issues possibles. Alors bien sûr, les gens préfèrent être vainqueurs, être le dernier survivant, être le seul survivant. Bien sûr, les gens ne veulent pas mourir, mais on ne sait pas à quel point ils sont prêts à risquer leur vie, à risquer le fait de mourir, pour pouvoir être le seul vainqueur de ce truelle. Et donc si on veut complètement résoudre ce problème, il nous faut absolument ajouter une donnée, à savoir l'utilité d'une personne qui ne gagne pas, mais ne perd pas non plus. Alors tout ça, ça complique énormément l'analyse, et donc il est possible que même lorsque les tireurs ont une probabilité qui n'est pas égale à 1 de toucher leur cible, en fonction de leur préférence par rapport au fait de ne pas mourir, si en particulier mourir ça correspond à une utilité moins infinie, les gens vont pas trop risquer de tirer, et à ce moment-là l'équilibre de nage peut tout simplement être le cas où personne ne tire. Et ça explique pourquoi les duels des westerns sont toujours aussi longs. En tout cas, s'il y avait 3 personnes en jeu, normalement un vrai duel de western dans ce qu'il y a 3 personnes, ça doit être super long puisque personne n'a intérêt à tirer. Bon, ça explique pas pourquoi les duels dans les westerns sont aussi longs, c'est un truc que j'ai jamais compris ça.
Supposons maintenant, pour simplifier, que l'un des tireurs est prêt à tirer. Et donc s'il y en a un qui est prêt à tirer, au moins la personne sur laquelle elle est prête à tirer va vouloir tirer à son tour. Et à ce moment-là, on a au moins 2 personnes qui veulent tirer. Alors pour simplifier, on va supposer que la personne qui a la plus grande probabilité de toucher sa cible, disons Charlie, et du coup, de façon stratégique, Charlie a intérêt à tirer sur la personne qui est la deuxième meilleure au tir. Si Alice est meilleure que Bob au tir, Alice a alors tout intérêt à tirer sur Charlie, puisque sinon elle se fait buter par Charlie. Du coup, la stratégie optimale d'Alice, si elle est meilleure que Bob pour tirer, et si Charlie est meilleur que Bob pour tirer, c'est de tirer sur Charlie. Maintenant, faisons un petit peu plus sophistiqué, supposons que ce soit Bob qui soit le deuxième meilleur tireur, du coup Alice est la moins bonne des tireuses. À ce moment-là, Alice a tout intérêt à tirer sur Charlie plutôt que Bob, mais comme beaucoup d'entre vous l'ont fait remarquer dans les commentaires, Alice peut aussi tout simplement tirer en l'air, être sûr de rater sa cible, et attendre que les 2 autres s'entretuent, en tout cas que l'un des 2 autres tue l'autre. À ce moment-là, Alice aura la main, ce sera à elle de tirer, et elle pourra tirer sur la personne restante. Alors, faisons un petit peu plus ces calculs. Supposons que Charlie tire mieux que Bob. À ce moment, Alice n'a clairement pas intérêt à tirer sur Bob, mais plutôt sur Charlie que sur Bob. Et sa probabilité de gagner en duel, si elle arrive à tuer Charlie, contre Bob sera, comme Bob tire en premier, la probabilité qu'elle gagne à ce moment-là sera 1 moins B fois A divisé par A plus B moins AC. Maintenant, supposons que Alice tire en l'air, ou qu'elle ne touche pas sa cible. À ce moment-là, c'est à Bob de tirer, et Bob va devoir tirer sur Charlie, parce que sinon c'est Charlie qui va tirer sur Bob. Et du coup, Bob a tout intérêt à essayer de tirer sur Charlie. Et si Bob arrive à toucher sa cible, alors Alice se retrouvera en duel contre Bob, mais cette fois, Alice aura la priorité puisque ce sera à elle de tirer. Et à ce moment-là, la probabilité que Alice gagne contre Bob en duel sera cette quantité-là. Si Bob rate maintenant, alors Charlie, sachant que Bob est meilleur que Alice au tir, a tout intérêt à tirer sur Bob. Et si Charlie touche sa cible, alors Alice se retrouve en duel contre Charlie avec la priorité. Donc c'est à Alice de tirer à ce moment-là. Et la probabilité que Alice batte Charlie en duel, c'est cette quantité-là, A divisé par A plus C moins AC. Alors maintenant, la probabilité que Alice gagne, sachant qu'il va y avoir un duel entre les 2 autres et que l'un des 2 autres va mourir, en particulier c'est le cas si Alice tire toujours en l'air tant que les 2 autres sont encore vivants. À ce moment-là, la probabilité que Alice gagne en tirant toujours en l'air lorsque les 2 autres sont encore vivants, ça va être une moyenne pondérée des 2. Alors là, il y a des petites astuces de calcul que je passe sous silence, mais on obtient cette formule-là, qui est une formule un peu compliquée, mais qui permet de calculer exactement la probabilité que Alice gagne, sachant qu'elle tire toujours en l'air, que Bob tire toujours sur Charlie, et que Charlie tire toujours sur Bob. Avec ces 2 formules, on peut enfin répondre à la question « Est-ce qu'Alice a intérêt à tirer en l'air ou à essayer de tirer sur Charlie ?» parce que Charlie est par exemple trop fort. Eh bien, ça dépend de ces 2 quantités-là. En fait, elle va avoir intérêt à tirer directement sur Charlie. Si la première quantité ici, la probabilité qu'elle gagne en duel contre Bob, sachant que Bob a la priorité, est plus grande que cette quantité ici, un peu énorme. Donc là, c'est un petit peu abstrait, ça fait beaucoup de formules. Et donc si on réduit tout ça à des équations, on obtient a priori, alors si je me suis pas trompé dans les calculs, c'est pas dit que j'ai pas fait d'erreur de calcul, on devra obtenir cette quantité-là. Donc en gros, Alice a intérêt à tirer sur Charlie si A est la probabilité qu'elle tire bien est inférieure ou égale à cette quantité-là qui dépend des probabilités B et C qu'ont Bob et Charlie de toucher leur cible. Alors, ça fait des grosses formules, c'est un petit peu compliqué à suivre tout ça. Du coup, je vous propose d'étudier uniquement le cas plus simple où Charlie touche toujours sa cible, c'est-à-dire C est égal à 1. Donc ça réduit pas mal les équations. Donc ça nous donne cette condition sur A. Et là, on voit que si B est en fait trop grand, alors la première condition ne peut pas être vérifiée parce que le terme de droite ici va être négatif. Et en particulier, ça c'est le cas lorsque B est égal à 1,5. Dans le cas du blog de LGJ, on avait les probabilités A, B et C qui étaient égales à 1 tiers, 1,5 et 1. Et puis dans la vidéo de Number, c'était 1 tiers, 2 tiers, 1. Dans ces 2 cas, en fait, la probabilité de B de toucher sa cible est trop grande pour que A ait intérêt à tirer sur Charlie. Dans ces 2 cas, Alice a intérêt
à tirer en l'air. Mais si jamais la probabilité de B est très faible, alors Alice va avoir intérêt à tirer directement sur Charlie. En gros, intuitivement, ça correspond au fait que de toute façon, Bob va rater sa cible, que du coup Charlie va tuer Bob, et ensuite Alice va avoir un duel impossible contre Charlie, même si c'est Alice qui va avoir la priorité, Charlie va gagner immédiatement ce duel. Il vaut mieux se retrouver dans un duel à ce moment-là contre Bob, où Bob a la priorité, plutôt que de devoir affronter Charlie en duel. C'est un petit peu la logique intuitive derrière tout ça. Donc la formule exacte, c'est ça. Et en particulier, on peut avoir un changement de comportement d'Alice lorsque B est suffisamment faible et que A est plus faible que cette quantité-là. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va parler du prix de l'anarchie. Petit à petit, on va revenir sur la politique. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Et début 2015, cette même équipe a poussé le bouchon beaucoup plus loin puisque cette fois, ils ont résolu le jeu de poker dans cette variante Heads Up Limit. C'est-à-dire qu'ils ont publié un nouveau programme qui s'appelle Cepheus et qui lui est mathématiquement imbattable. So if somebody could remember and was guessing, but the cards were well mixed, you can get about 4.5 right on average. If you don't riffle shuffle enough, if you riffle shuffle 4 or 5 times, somebody can get 9 or 10 cards right on average. Anybody would say that's not random.